Donc en fait, je me suis upgradée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie de Leclerc, c'était compliqué parce que j'ai fait un burn-out. Je ne me voyais pas continuer toute ma vie à travailler en tant que caissière. Hôtesse de caisse, c'est le joli mot, mais t'es une caissière. Et à passer des articles comme ça. Même à la fin, je me rappelle, je pleurais ma vie et les clients, les pauvres quoi. Et tu vois ta caissière qui est en train de pleurer. Et donc, ils allaient le dire à l'accueil et l'accueil, ils s'en battaient les couilles. Donc voilà, bref, mais j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Donc en fait, je me suis upgradée, ça s'est hyper bien passé finalement ma sortie à Leclerc, qui normalement ne se passe pas toujours aussi bien parce que tu pars pas comme ça de Leclerc. Il n'y a pas de rupture conventionnelle. Donc je me suis upgradée, j'ai trouvé ce boulot. Entre-temps, j'ai mon... Comment l'appeler? La personne que j'aimais, qui est aussi le père d'un de mes fils qui comment ça s'appelle, qui s'est fait, comment on appelle ça, en fait son appartement a été vendu, donc et comme il s'est pas bougé le cul avant, bah, il s'est retrouvé à la rue, donc bah, je l'ai hébergé, donc je l'ai aidé à déménager, donc c'était aussi beaucoup de stress, je l'ai aidé à déménager, entre tout ça, hein, entre chercher un nouveau boulot, tout ça, tout, vraiment l'aider à déménager, le rassurer, être présente, aller voir le doc, prendre des anxiolytiques, raconter ma situation, parce que ça c'était quoi? Ouais, ça c'était la fin de Leclerc, quand j'en pouvais plus, que j'ai commencé à prendre des anxiolytiques et que en même temps je commençais à chercher, je cherchais un nouveau boulot, parce que je me suis dit il faut que ça se termine bien quoi. Il fallait que je quitte Leclerc, parce que comme il n'y avait pas de rupture conventionnelle, il fallait que je le quitte, que je fasse une démission, mais en ayant un autre boulot à côté. Voilà, c'était pas possible de partir sans rien avoir. Encore une fois, j'ai 2 enfants quoi. Donc c'était impossible pour moi de poser ma démission et de rien avoir derrière et de retourner à RSA. Non, c'est mort. Donc voilà, tout en même temps. Genre tout en même temps, c'était le... Quand on est dans la situation, c'est dur, on pleure, mais on la vit et on la vit comme on peut. Et on la dépasse et on fait du mieux qu'on peut. On est dans la tête dans le guidon et tout ça. Mais on doit faire les choses. Mais là, avec des mois de recul, mais je me dis, mais... Ah, c'était horrible, mais une force. Après, en plus, je vous dis, j'ai hébergé le... Je sais pas quel mot employer pour lui. Je l'ai hébergé, le gros patapouf. Et mauvaise énergie de fou qui nous a tous plombés. D'ailleurs, j'ai mon fils qui est tombé malade. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand mon fils est tombé malade, je me suis dit, allez, c'est fini là. J'ai senti. Après, peut-être que j'en ai fait trop. Je me demande toujours, je me dis, est-ce que j'ai pas. Parce que moi, je suis vachement sur les énergies, évidemment. J'ai une chaîne de spiritualité, de développement perso. C'est ma came, ça. Donc, j'y crois. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, de toute façon, on est tous vibration et énergie. Et j'ai vu ce mec-là, H24, pendant 2 semaines, mon fils, notre fils le plus petit, est tombé malade comme il n'a jamais été malade de toute sa vie. Et donc je me suis dit, c'est toute la journée, enfin, sauf quand il allait à l'école, évidemment, et encore à ce moment-là, on était pendant les vacances scolaires. Donc oui, toute la journée, il l'a passé avec son père. Il n'allait pas au centre à ce moment-là. Non, il n'allait pas au centre, il l'a passé avec son père pendant que moi, j'allais travailler. J'avais donc trouvé mon nouveau boulot dans la fonction publique territoriale en tant que... C'était quoi l'intitulé? C'est agent d'accueil, mais polyvalent de tu fais tout. Tu fais tout et puis tu t'occupes de la cafétéria, tu t'occupes des réservations, tu apprends tout en même temps. J'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc j'étais en prise de poste sur un travail hyper polyvalent avec en plus dans ma tête le fait de me dire putain je suis arrivée là sans concours, ça veut dire que j'ai pas de légitimité, ça veut dire que va falloir que je fasse mes preuves fois 1 milliard et que je m'entende avec tout le monde et que ça se passe bien et que j'ai plein de trucs à apprendre et que moi j'adore être...
il faut que ça roule, quoi. Il faut que je sois professionnelle, il faut que je sache les codes s'il y a des codes à apprendre, il faut que je sache les chiffres s'il y a des chiffres à apprendre. Là, c'était un truc avec des élèves, il faut que je sache les noms s'il y a des noms à apprendre, il faut que je sache les... en plus, comme on est à l'accueil, il faut savoir les numéros des gens, des départements, il y avait des formations de telles... Enfin, il fallait que je sache tout, donc je revenais le soir et je révisais des trucs, il fallait que j'avais des petits carnets, enfin, moi, je suis vierge. Je suis vierge, ça veut dire c'est carré, ça veut dire je le sais, ça veut dire tu me poses une question, je suis un collab, c'est le travail. Puis en plus, j'avais un plus gros salaire. J'avais un plus gros salaire qu'à Leclerc, de fou, évidemment. Et pour moi, c'était important de le mériter. En plus, quand je suis arrivée, ma chef directe est partie en vacances, genre le jour d'après de mon arrivée. Et l'autre chef, elle était là ou pas? Ouais, l'autre chef, je sais plus. Il y a des chefs qui sont partis, et c'est normal, ils avaient prévu leurs vacances et tout, mais ça veut dire que j'étais que avec les glandus qui venaient d'arriver aussi, sauf un autre qui était là depuis un petit peu plus longtemps, mais qui était quand même un nouveau, et qui se sont plus sentis pissés, en fait, avec moi. C'était vraiment, le chat est parti, les souris dansent. Et moi, j'étais le casse-croûte. J'étais le casse-croûte. Bref, que le stress influe, que l'anxiété, le stress influe, et ça c'est... Je le savais évidemment déjà que tout ce qu'on vit, que notre situation actuelle influe sur notre santé, mais là je l'ai vécu. Mais c'est dingue parce que je le savais, et pendant un bout de temps en plus, pendant des années, je la connais cette citation de... Je la retrouverai puis je la mettrai, c'est que... les crises, les bouleversements nous font grandir, nous font évoluer. Et il n'y a que, malheureusement, hein, dans les crises et dans les bouleversements, qu'on évolue, qu'on grandit. L'humain est comme ça, en fait. C'est une généralité, je sais, j'aime pas les généralités, mais parfois c'est un peu ça. Donc, je savais, mais là, je l'ai vécu. Que le stress extrême, l'anxiété extrême, les angoisses de fou, que tout cumulé, c'était, comme je vous dis, avec le recul, je me dis c'est invivable, je m'en suis plutôt bien sortie, mais j'ai perdu des plumes, évidemment. Et l'un dans l'autre, pendant tout ce temps, je me disais, je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu beaucoup et que je lis encore beaucoup de témoignages, de biographies, de développement personnel, etc. Mais je savais que c'était pour mon bien. Alors c'est bizarre de dire ça, parce que même encore maintenant, j'ai du mal à manger parfois. J'ai même parfois encore du mal à avaler ma salive. Enfin non, la salive, si, la salive, de boire et tout ça. Et c'est bizarre de se dire que ce qui m'arrive, des trucs difficiles, physiques, quand ça touche la santé, ça fait peur, hein. Quand on est diminué physiquement, etc. Encore une fois, quand on est seul avec ses enfants, que tu n'as pas d'aide de nulle part. Moi, je me rappelle, hein, j'aime beaucoup ma mère, mais quand je l'ai appelée pour lui dire « Maman, est-ce que tu peux venir me chercher après ma fibro, parce que j'ai comment ça s'appelle, une anesthésie et que je ne peux pas rentrer toute seule ?» Le premier truc qu'elle m'a dit, je lui ai dit la date, elle m'a dit « Ah purée, ça peut pas être un autre jour ?» Bah non maman, c'est le plus tôt possible, c'est le mieux en fait. Donc voilà, quand tu es seule et quand tu as ce genre de réflexion et que tu dois te démerder constamment, sauf quand il y a l'administration qui te dit « Bah non, là faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher madame », parce que moi j'étais là mais je peux rentrer quand même, je peux rentrer toute seule. Donc voilà, quand tu as ça et que tu es archi seule, là tu flippes. Et encore, je sais que parfois quand on est en couple ou tout ça, c'est pas parce qu'on est entouré qu'on n'est pas seul, je le sais. J'étais pendant 6 ans avec quelqu'un et je me suis sentie seule du jour 1 au jour 6 ans plus tard. Donc je le sais, on est seul, même quand il y a des gens tout autour. Combien de fois je me suis sentie seule dans une pièce bondée, enfin voilà, je le sais. Donc voilà, tout ça pour vous dire, en fait à la base c'était une vidéo pour parler de la phagophobie, mais il fallait que je revienne et je vais certainement la couper. Parce
que ça fait quand même 1h14. Mais il fallait que je vide tout et puis comme je suis partie, donc autant continuer. Donc, j'en étais où? J'en étais que j'ai fait mon examen, j'ai eu mon diagnostic, j'ai un ulcère. À ce moment-là, nous sommes en novembre. En plus, autre chose, ça c'est plutôt sympa, mais voilà, on a des buts. Moi, ma vie, enfin, j'avais prévu d'aller à Disneyland avec les enfants, et comme c'est quelque chose quand même qui coûte plutôt cher, je m'y étais prise des mois et des mois à l'avance, parce que ce qui est vachement bien sur le site Disneyland, je leur fais pas de pub, hein, mais je donne mon avis, c'est qu'on peut payer en plusieurs fois, que je dise pas de bêtises, 5 ou 6 fois, donc c'est quand même plutôt arrangeant. J'avais prévu un séjour, à la base initialement... Finalement, on est parti en janvier, mais c'était prévu à la base, je crois, pour novembre. Je crois qu'on devait partir en novembre. Donc, j'ai réussi à le décaler, et pour le mieux, parce que c'était moins cher, et donc j'ai rajouté un jour. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Donc, en fait, ce qui me tenait à ce moment-là, c'est pour ça, je le dis aussi, parce que c'est important d'avoir des projets, de garder ses projets, surtout quand on est malade et tout, ça booste et tout, ça donne un but, un objectif. Moi, j'avais Disneyland avec les enfants, et et ça m'a tenu tout au long du truc. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille mieux. Et donc je l'ai reculé une fois, le séjour à Disneyland. Et après, j'ai pu le remettre en janvier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu mon examen de vérification, la fibro, en janvier, juste avant de partir. Juste avant de partir, je l'ai eu, parce que je partais pas sans avoir le diagnostic final de dire ah bah ça va mieux et tout ça. Donc spoiler alerte, c'est allé mieux en janvier. Je partais pas comme ça, donc c'était vraiment, ça m'a tenu, c'était quelque chose que j'avais pris ce séjour avant de tomber malade, des mois avant de tomber malade, et quand c'est arrivé, donc on devait partir en novembre. En novembre, du coup, j'ai dû reculer. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait la gastro? Elle m'a donné évidemment... Ah, elle m'a donné des trucs pompe à protons. Il faudrait que je vérifie les termes, je les ai plus. Hein. Vous m'en auriez parlé il y a des mois, j'étais à fond sur les trucs, je savais tout exactement. Mais là, c'est vrai que j'oublie un peu et c'est tant mieux. Pour la pompe à protons, je crois que c'est ça. Des IPP, je crois que ça s'appelle. C'est ce qu'ils donnent. Pour réguler, encore une fois, l'acidité. Donc, par rapport à ça, comme maintenant que vous savez que je n'aime pas prendre des trucs qui ne sont pas hyper naturels, vous savez que j'ai eu un temps de... Je me suis demandé si j'allais les prendre. Au tout début, en fait, je les ai pris. Je sais plus comment j'ai fait parce que c'est des trucs à avaler en plus. Mais parfois, en fait, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et je sais plus si on pouvait pas, vous savez, prendre la gélule. Je pense que c'était une gélule qui s'ouvre et qu'on pouvait boire avec de l'eau. Je pense que j'ai fait ça. Je ne sais plus. Franchement, il faudrait que je vérifie. J'ai tout écrit dans des cahiers. Je sors du premier rendez-vous d'examen fibro. J'ai mon diagnostic, j'ai mon ordonnance pour aller acheter les médicaments. Déjà, ce que j'avais pris avec le docteur du SES médecin, ça allait beaucoup mieux, donc c'était top. Et là, ça allait encore beaucoup mieux parce que je savais que j'avais un ulcère, elle m'avait rassurée. Et donc, ouais, psychologiquement, j'allais quand même déjà beaucoup mieux. Au niveau de manger, j'avais hyper faim, je mangeais encore pas rien, mais presque rien. Je crois, ouais, je diluais de la compote dans de l'eau et si j'en mangeais 2 cuillères à café, c'était génial. Je buvais. Et comment c'est arrivé? Ouais, donc l'importance aussi d'avoir... Attends, je sais plus comment je l'ai trouvé. J'étais sur le groupe Facebook des phagophobes et je ne sais plus pourquoi. Parce que avant d'avoir le diagnostic, en fait, de l'ulcère et tout ça, je cherchais assidûment ce que j'avais. Et j'ai dû tomber sur le mot phagophobe et tout ça. Donc tout de suite, je me suis inscrite sur le groupe parce que je pense que, comme j'arrivais plus à manger tout ça, je me suis dit, ça se trouve, j'ai ça ou je sais pas quoi. J'ai lu des avis, machin. Et donc, en fait, mais à ce moment-là, on ne peut pas dire que j'avais ça. À ce moment-là, il n'y avait pas de phagophobie. À ce moment-là, il y avait juste les douleurs de l'ulcère et surtout de l'œsophagite qui m'avait vachement brûlé l'œsophage et qui, en fait,
ça, comment ça s'appelle, ça traumatise le corps et ça traumatise l'esprit parce que au fur et à mesure, c'est arrivé plusieurs fois où j'ai mangé des trucs, où ça m'a brûlé, et où j'ai eu la sensation que ça bloquait. Donc là-dedans, ça fait quelque chose. Là-dedans, le cerveau, il a l'expérience d'une mauvaise expérience, en fait, et ça s'imprime. Et donc, en fait, je pense que c'est comme ça que ça arrive, même je le sais, c'est comme ça. C'est que, comme physiquement, tu l'as vécu, tu l'as ressenti, dans ta tête, t'as peur, forcément. Il faut, pour inverser le processus, ça je l'ai lu, j'ai fait des recherches, il faut vivre des expériences où ça se passe bien. Et il faut en vivre plusieurs pour que ça réinscrive en fait par-dessus l'expérience négative. Il faut se rassurer comme ça. Mais il y a... Donc là, ça part encore dans tous les sens, je suis désolée, mais je sais plus comment, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu vent. Parce que je cherchais comment... Attends, mais comment c'est arrivé? Merde, attends. Je mangeais plus, j'avais mal et tout ça. Parce que là, je vous cherche comment j'ai consulté une orthophoniste. Orthophoniste, hein. On est bien sur une orthophoniste qui est normalement connue pour les enfants, pour l'élocution. Je n'avais jamais eu la présence d'esprit qu'une orthophoniste pouvait aider aux troubles phagophobes mince, c'est pas régurgitation, mais d'avaler, etc. Jamais j'aurais cru. Alors je ne sais plus. Il faut que je relise mes cahiers. Donc ça c'est une chose, et je voulais aussi vous parler des médicaments que j'ai pris, mais ça j'en parlerai certainement après. Donc j'ai trouvé une orthophoniste sur Nantes. Merde, c'est dommage, je me rappelle plus comment j'ai retrouvé, et je sais même pas pourquoi j'y suis allée, parce qu'avant, j'étais pas phagophobe, mais je mangeais plus, parce que j'avais peur. Écoutez, je retrouverai ça dans mes cahiers. Donc j'ai trouvé une orthophonie spécialisée dans Nantes, à côté de chez moi. Et en plus, je vais vous le dire tout de suite, hein, pour ceux qui sont phagophobes et qui... Enfin non, j'aime pas dire qui sont, pour ceux qui... on n'est pas phagophobe, ça ne nous définit pas. Qui ont cette peur. Les orthophonistes, en tout cas la mienne, et s'ils sont conventionnés, je crois, secteur 1, c'est pris en charge intégralement. Donc, si ça vous gêne, si ça vous rebute, combien ça va coûter, etc., il faut pas. Vraiment, il faut pas. En plus, moi, j'avais la chance à ce moment-là, financièrement, ça allait très bien. Et c'est le moment de ma vie où j'ai gagné le plus d'argent et où j'ai pu voir tous les spécialistes que je voulais sans me dire « Ah, ça a coûté cher » et tout ça. Je sais pas, c'est là, j'ai vu une hypnothérapeute plusieurs fois, j'ai vu donc orthophoniste, mais c'était pris en charge. J'ai vu... Le gastro-entérologue aussi, c'est pris en charge. Hein. SOS médecin aussi, c'est pris. J'ai vu... Mince, comment elle s'appelle? Ostéopathe, plusieurs fois aussi. Donc voilà, j'ai vu des spécialistes qui coûtent quand même pas mal cher, entre 50 et 70 €, plusieurs fois. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai trouvé cette orthophoniste sur Nantes, juste à côté de chez moi. Mais quand je vous dis que les planètes étaient alignées, c'est que vraiment c'était l'autoroute du kiff là. C'était que tout était là pour que je me soigne et que ça aille mieux, et que j'ai trouvé exactement tous les spécialistes qu'il fallait et qui en plus étaient géniaux. Donc mais bienveillants, accueillants, rassurants. Parfait, génial quoi. Donc j'ai trouvé cette orthophoniste, et d'ailleurs si vous êtes sur Nantes, si vous voulez, je pourrais vous donner ses coordonnées, mais enfin il n'y a pas de mais, c'est juste qu'elle est très demandée, très occupée, et qu'elle a un agenda long comme le bras. Elle fait aussi des consultations, si vous n'êtes pas sur Nantes, par visio, donc elle est géniale. Je vais pas le noter en dessous parce que je sais pas si elle apprécierait. En revanche, si vous m'en faites la demande personnellement, je pourrais vous l'envoyer. Donc j'ai trouvé cette orthophonie, je l'ai dit 15 000 fois, et qui était super, et qui, même si elle est très occupée et tout ça, je l'ai vue rapido. Donc
encore une fois, c'est un truc de fou. Je l'ai vue, mais elle avait une place pour moi, quelqu'un s'était désisté. Je l'ai vue peut-être 3, 4, maximum une semaine après avoir téléphoné, donc pour un spécialiste. En plus, c'est une formatrice, donc c'est une spécialiste de la phagophobie qui forme d'autres orthophonistes à cette spécificité. Donc franchement, pardon. Donc je l'ai vue et là, en fait, franchement, c'est grâce à elle que ça va énormément beaucoup mieux. Là, je peux vous dire que je suis à 80% de mes capacités de manger, etc. Oui, j'en étais. Je voulais conseiller encore une fois, parce que j'ai conseillé partout à qui veut l'entendre, voilà, à tous les phagophobes, enfin je n'aime pas dire phagophobe parce que ça ne nous définit pas, mais tous ceux qui souffrent de ça, on va dire. Ne mettez pas d'étiquette sur vous, hein, d'accord? Voilà, c'est important parce que ça aussi, je vous dirais, mais c'est si on se met dans des étiquettes ou dans des carcans ou dans des cases ou machin, c'est compliqué de s'enlever de ça. On n'est pas ça, voilà. On ne subit pas ça non plus. On n'est pas des victimes non plus. C'est, on en reparlera aussi, mais voilà. Donc, allez voir une orthophoniste ou un orthophoniste spécialisé dans les troubles. Tous ne le sont pas. Tous ne sont pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que je veux vous dire? Donc moi, ça s'est très bien passé. On a fait évidemment un premier rendez-vous où on parle des antécédents, de l'historique et tout ça. Alors pour moi, donc voilà, les troubles anxieux, la situation concrète, la situation santé. Elle explique, et moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle explique pas tellement en profondeur, parce que parfois, comme je vous disais, ça fait parfois plus peur qu'autre chose de tout savoir, tous les détails et tout ça. Surtout pour des gens anxieux, on n'a pas besoin d'avoir tous les détails, sincèrement. Il y a des trucs que j'ai regardés sur internet, d'ailleurs je ne regarde plus sur internet, hein, c'est pas bon. Même si j'ai très envie de savoir et tout ça, parfois il vaut mieux laisser faire les choses, il vaut mieux être dans le noir. Et ça arrive et on gère, il n'y a pas de souci. Mais elle explique un peu le fonctionnement de la déglutition, un peu l'anatomie, c'est-à-dire en gros hein, le tube respiratoire, le tube, l'œsophage, les 5 sécurités pour justement ne pas que ça passe dans le tube respiratoire. Je ne connais pas les 5, je les ai su, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est le clapet. C'est parce que quand on mange, automatiquement, sur le tube respiratoire, on a un clapet qui vient fermer pour justement que la nourriture ne passe pas dans ce tuyau-là. Moi, je dis tuyau, hein, c'est pas le terme. Hein. Donc en fait moi ce qui m'embête et ce qui m'embête encore un peu toujours, c'est quand je pense et que je me dis putain, et si mon clapet se fermait pas? Mais je l'avais aussi dit dans une autre vidéo, donc on n'y pense plus. Voilà, moi je vous dis des trucs, vous les écoutez rapidement et encore vous passez votre chemin. Tout ce que je vous conseille, c'est d'aller voir déjà déterminer s'il y a un problème de santé physique. Allez voir un professionnel si vous devez faire une fibroscopie, avoir le diagnostic mais ça c'est pour si vous avez vraiment des problèmes de santé. Si vous avez des troubles phagophobes, ouais c'est mieux ça, si vous avez des troubles phagophobes sans qu'il se soit rien passé auparavant, vous allez quand même en parler à l'orthophoniste qui va faire un bilan de votre historique et qui peut trouver l'élément déclencheur. Parfois il y en a pas, parfois il y en a, et c'est bien aussi de travailler là-dessus. Et c'est, comment dire, ne pas rester dans la pensée, parce que j'ai parlé à d'autres personnes qui avaient des troubles phagophobes. Je voulais les aider, d'ailleurs j'ai toujours envie d'aider les personnes qui ont des troubles phagophobes, c'est très important pour moi. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Je sais pas comment dire ça de façon subtile et douce et gentillette. Déjà ouais, ça vous définit pas clairement, voilà. Et aussi, moi je vous dis ce qui marche pour moi, hein, ce que je me dis dans ma tête, et quand on regarde, j'ai eu des troubles phago
que j'ai encore un peu, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, je suis pas guérie, si on peut dire ça, à 100%. Depuis des mois, mais je sais qu'il y a des personnes qui baladent ça depuis des années, et pour moi, c'est juste, mais impensable. Et j'ai pas envie d'être dure ou méchante, vraiment loin de moi, parce que c'est ce que je me dis dans ma tête. Et c'est déjà, quel est votre bénéfice? Et ouais, c'est un mot, c'est le mot, hein, je suis désolée, mais c'est ça. Je suis dans le développement personnel, donc forcément, ça, parfois ça pique, et puis parfois, il faut se regarder. Donc c'est ça qui est compliqué, hein. Je le sais, je suis désolée. Je suis désolée, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a des grandes chances que ce que je vais vous dire, vous avez besoin de l'entendre. Si vous souriez, si ça vous embête, si vous me dites bah, elle est pas bien ça là-haut, c'est que ça pique quelque chose. Après, vous prenez ce que vous prenez, et j'arrête pas de faire des digressions, mais juste pour vous dire, moi, il y a des choses que j'ai lues il y a des années avant, il y a 3, 4, 5 ans, et que aujourd'hui seulement, je comprends et j'applique dans ma vie. Donc vous voyez, parfois ça met énormément de temps à cheminer dans la tête et à... Voilà, donc ce que je vais vous dire, ça se trouve, ça va vous passer au-dessus, mais ça va rester et tout ça. Donc d'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, tellement je fais des digressions. Oui, quel est votre bénéfice? Pour tous les malades, même physique ou pour toutes les situations, de toute façon c'est une question qui fonctionne pour tout. Quel est votre bénéfice? Quel est mon bénéfice à avoir des troubles phagophobes, à être pas content dans cette situation, à être marié avec un con, à être malade et prendre des médicaments toute notre vie, à avoir du diabète, à toutes les situations. C'est dur, je sais, ça pique, c'est dérangeant. Le développement perso, c'est pas gentil tout le temps, c'est pas se brosser dans le sens du poil. Voilà, on est d'accord là-dessus. Ça bouscule. Ça bouscule parce que ça change, parce que ça se fait se regarder en face. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices que moi je conseille où il faut se regarder en face concrètement devant un miroir et dans les yeux. Donc c'est vraiment au sens figuré et au sens concret. Donc quel est ton bénéfice à avoir des troubles phagophobes? Ça c'est une première question à se poser et à écrire. On cherche, et même s'il n'y a rien qui vient là maintenant parce que ça semble trop loufoque, ou on y revient plus tard. Et aussi il faut avoir, je pense, un mental, et ça moi je peux être là, il n'y a aucun souci, parce que je me booste et je peux vous booster, mais ce sera pas gentil. Moi, comme je dis, j'ai discuté avec des gens, et en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était que je les plaigne et que je les accompagne en disant mais oui, mais ah bah oui, t'as raison, ah bah c'est pas facile, ah bah qu'est-ce qu'on vit quand même, hein, tous les jours. Non, bah non, bah, je peux pas cautionner ça, et j'ai une légitimité. Pour moi, c'est hyper important d'avoir la légitimité, parce que je l'ai vécu et je le vis encore, et donc je m'en sors. Comme je vous dis, je suis à 80% d'être totalement sortie du bordel, et je n'accepte pas la situation, n'accepte pas de vivre comme ça. Ça n'est pas possible. Quel est ton bénéfice à vivre en ne pouvant pas avaler correctement? Quel est ton bénéfice en devant éviter des aliments? Parce que si tu n'es pas allergique, hein, là je parle de la phagophobie, hein, je parle pas d'autre chose. Ça n'est pas une vie confortable, en tout cas moi je te dis ce que je pense pour moi, ça n'est pas... non, ça n'est... Non, que tu ne peux pas manger dehors en toute souplesse, que tu... Je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas du tout envie que mes angoisses arrivent pour vous, mais comme je vous disais, il y a un moment, j'arrivais même pas à avaler ma salive, même il y a quelques jours, parfois, et c'est normal, tiens, ça par exemple, c'est hyper normal de faire des progrès de fou, genre t'arrives à manger et tout ça, et le lendemain, tu n'arrives pas à avaler ta salive. C'est ce qui s'est passé il y a 3-4 jours pour moi, où je mangeais un bon plat, puis le lendemain, genre, je ne me rappelais plus comment je devais avaler ma salive, d'accord? Donc, et pour avaler ma salive, je devais boire de l'eau. Alors, et aussi un autre truc que l'orthophoniste m'a dit,
Moi, je vous dis tous les trucs qui m'ont rassurée, qui m'ont fait du bien, etc. Après, peut-être que pour vous, c'est d'autres choses, hein, et c'est pour ça qu'il faut que vous alliez voir, vous, le professionnel, pour lui poser vos questions et pour justement effacer tous vos doutes, etc. Mais elle m'a dit que le processus d'avaler sa salive, de l'eau, donc un liquide ou un solide, est le même. Et pour moi, encore maintenant, j'ai du mal à comprendre ça, mais c'est le même. Parce que tout ce qui est salive et liquide, ça passe, ça va bien, à 98% maintenant, hein, on est bien, hein, on est presque sorti du bois. Mais tout ce qui est solide, parfois j'ai des doutes. Et donc quand je me rappelle, quand elle me dit, je me rappelle, c'est bien ça, de l'avoir vue, d'avoir vécu parce que comme ça je peux me la remémorer et de me dire que c'est le même processus pour ce qui est solide et liquide, et ça me rassure. J'y arrive peut-être pas tout de suite, mais je sais que c'est la même chose. Et si j'arrive à avaler le liquide, pourquoi j'arriverai pas à avaler le solide?